やれやれだわ。Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Green Dolphin. On se retrouve avec Paul. Bonjour Paul. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode. Bonne année surtout, bonne année à toi. Eh oui, merci, bonne année à toi aussi Cédric. On a très bien commencé l'année car on a eu les retours sur le prologue qu'on a tourné. Ouais, c'était hyper encourageant de tous vous voir autour de ce petit prologue. En fait, on s'y attendait pas trop. On a reçu plein de messages, plein de conseils, plein de critiques et d'avis. Et en fait, c'était super cool de tous vous voir autour de ce projet qui nous tient très à cœur avec Cédric en tout cas. Donc voilà, donc aussi petit rappel du concept du podcast. Donc avec Paul ici présent, on parle d'animé pendant le début, le milieu et la fin de saison. Nous sommes au début janvier de l'hiver 2025. Donc nous allons revenir sur les attentes que nous allons avoir durant cette période. Avant de démarrer nos attentes et nos analyses sur les titres qui nous ont intrigués pour cette saison, on va juste faire un petit point rapide sur les genres les genres d'animés qu'on ne va pas aborder pour cette saison, ainsi que les titres qu'on n'a pas retenus. À commencer notamment par le genre ecchi. C'est tout simplement un genre qui ne nous intéresse pas avec Cédric, qu'on considère pas intéressant pour en parler ici dans cette émission, donc on va tout de suite le mettre de côté. Il y a aussi le genre isekai, qui est un genre aujourd'hui très populaire dans la communauté animée. C'est vrai que c'est pas spécialement une tasse de thé pour nous. Je sais que Cédric, tu es assez allergique sur ce genre-là. C'est horrible. Mais c'est vrai que de ma part, je m'autorise au moins un isekai par saison, car c'est vrai que des fois, il m'arrive d'être un peu surpris par certaines qualités que je peux trouver dans quelques œuvres. Mais c'est vrai qu'à 90% du temps, je suis assez déçu. Mais voilà. C'est aussi un genre qui se répète énormément dans son concept. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand ça fait des dizaines d'années qu'on se retape quasi les mêmes histoires de réincarnation et qui préfèrent mettre l'accent sur le fanservice au détriment d'un vrai développement narratif, bah moi je ferais passer à côté quoi. Complètement. Maintenant, on va faire une petite liste des œuvres qui sortent cette saison mais qu'on ne va pas aborder. À commencer par The 100 Girlfriend. Alors, tout simplement parce que déjà, c'est un genre ecchi, qu'on n'a pas regardé la saison 1 et que donc voilà, ça ne nous intéresse tout simplement pas. On a aussi Toilet Band Hanako-kun, qui a pour synopsis un fantôme qui hante simplement des toilettes d'école. L'emballage du truc ne nous fait pas trop envie. Peut-être c'est bien. C'est vrai qu'on n'a pas encore passé le cap d'aller jusqu'à ce genre de choses. Et enfin, la saison 2 de Unnamed Memory. J'avais tenté de regarder l'épisode 1 de la saison 1 du coup. C'est vrai qu'en fait, c'est une histoire vraiment très, très chelou que j'avais trouvé. J'avais pas du tout été inspiré. Espèce de chevalier qui découvre une tour magique et il y a une femme dedans et ils veulent se mettre en couple. Bon, j'ai très vite abandonné l'idée de poursuivre l'œuvre. Je sais que c'est quand même assez bien noté. Peut-être que la suite vaut le détour, mais en tout cas, de mon point de vue, je trouve l'épisode 1 absolument pas convaincant et ça m'a pas du tout donné envie de poursuivre, que ce soit l'esthétique, les musiques, les personnages, l'intrigue. J'ai pas du tout accroché. Maintenant, concernant les animés que cette fois-ci nous allons aborder durant les émissions, il y a déjà ceux qui sont toujours en cours de diffusion depuis l'automne 2024. Donc je vais laisser Paul en parler car il est plus à jour que moi sur ces séries-là. Donc je te laisse la parole. Eh bien, avec grand plaisir. Et c'est vrai qu'en automne 2024, on a eu vraiment beaucoup de titres assez hypants et d'œuvres qui aujourd'hui se poursuivent et sont très très bien. Et je vais tout de suite démarrer avec Blue Box, qui a pour autrice Koji Miura, animé par Telecom Animation et produit par la Shueisha. Blue Box, c'est une vraie surprise de cette saison d'automne, notamment par les personnages. Il y a un énorme travail de la part du studio, mais aussi, je pense, de la mangaka, autour des émotions des personnages. Le fait qu'ils ont des yeux légèrement plus gros que la norme, on a vraiment toutes les émotions ressenties à travers leurs pupilles, leurs regards, entre ce qu'ils se disent dans leur tête et comment ils regardent les personnages. Je trouve qu'il y a vraiment un travail là-dessus qui est super intéressant à observer. Et puis tout simplement l'histoire, une histoire d'amour qui est directement mise en parallèle avec le sport, entre l'effort, la persévérance, le risque, l'entraide. Enfin voilà, c'est en fait toutes ces choses-là qui sont mises en parallèle et c'est super intéressant en fait de voir ces deux personnages progresser sportivement parlant, mais aussi sur une relation amoureuse qui commence à se dessiner. Petit point d'alerte, il y a la deuxième partie qui démarre sur Netflix là très récemment. J'ai cette petite frayeur de me dire est-ce que ça va pas être trop redondant, mais je devrais être assez rassuré là-dessus puisque la deuxième partie annonce l'arrivée de nouveaux personnages pour un peu redynamiser l'intrigue. Donc voilà, je pense qu'on devrait avoir de quoi s'en mettre encore plus sous la dent avec cette deuxième partie. Ensuite, nous retrouvons Orb on the Movement on the Earth, donc qui est un manga qui traite de comment on a réussi à prouver l'héliocentrisme, qui veut dire que tout le système solaire tourne autour du Soleil.
simplement. C'est tout simplement excellent. C'est un manga qui a été écrit par Uto Nakajima, qui est animé par Madhouse et qui est produit par Shogakukan. C'est absolument excellent puisque c'est un thriller qui peut être limite angoissant. En fait, sur cette quête du savoir, sur comment on a réussi à prouver cette thèse, il y a énormément de confrontations avec en fait, la religion, puisque ça se passe à une époque où l'Église a énormément de pouvoir et de puissance sur la connaissance et le savoir. Une opposition qui est ultra intéressante en fait entre la vérité et la foi des habitants et de l'Église. Il faut savoir que le géocentrisme, c'était vraiment une thèse biblique où c'était l'Église qui prêchait cette thèse. Donc en fait, c'est hyper intéressant de voir comment les personnes qui étaient héliocentristes étaient torturées, jugées comme hérétiques et parfois exécutées devant tout le monde, quoi, pour faire peur à la population. Donc c'est hyper bien mis en scène. L'animé qui nous a tous pris par surprise, c'est vraiment une belle réussite. Ensuite, on a eu la saison 2 de Shangri-La Frontière, donc voilà, manga écrit par Yunosuke Fuji, animé par le studio C2C et produit par la Kodansha. C'est une énorme claque en termes d'adaptation de jeux vidéo d'animation. Tous les codes du jeu vidéo sont hyper bien retranscrits au travers de l'animé, que ce soit dans la progression, la compréhension de mécanique, la découverte de niveaux, enfin tout est hyper bien introduit. En fait, c'est hyper agréable, ultra digeste de regarder Shangri. Et la saison 2, c'est exactement pareil. Voilà, il y a un vrai effort là-dessus. Les combats sont vraiment intenses, on ressent chaque impact. En fait, ça me fait un peu penser dans le style un peu de Jojo Bizarre Adventure, où en fait les combats sont réfléchis, c'est quelle compétence va contrer cette compétence-là. Donc en fait, c'est hyper agréable de voir ça. On n'a vraiment pas l'impression d'être pris pour un con quand on regarde le combat, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, de mon côté, je suis encore qu'à la saison 1, mais je te rejoins sur ce que tu disais, hein. J'aime beaucoup, moi, ce côté très naturel sur la découverte d'un jeu vidéo. Trouver les mécaniques, faire attention à son environnement, faire du farm, tout ça. C'est cette sensation un peu de suivre un pote ou de regarder un let's play YouTuber. Donc, franchement, c'est... Parce que vraiment, tu découvres l'univers avec lui. C'est vachement agréable à suivre. Et puis, c'est pas ce genre d'histoire où ça peut rentrer dans le piège du il faut absolument un adversaire ultime à battre à la toute fin, machin, machin. Non, là, c'est posé. Tu suis sa petite aventure, tu le vois affronter des boss et on avance avec lui tranquillement. En plus de ça, c'est bien rythmé, c'est bien animé. Je me lasse pas du tout pour l'instant. Donc, ouais, c'est un gros coup de cœur pour moi. Bien sûr, Shangri-La Frontière n'est pas exempt de défauts. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnages secondaires. Et donc, parfois, à force d'en introduire beaucoup trop, ils sont souvent assez oubliables. Et leur développement, il est un peu maladroit. C'est un petit peu ah, on a oublié de parler de ça. Bon, allez, on va rafistoler ça avec un coup de scotch dessus. Paf, ça prend de l'espace quand même dans l'épisode. Donc, c'est un petit peu embêtant. Et puis, les passages dans les autres jeux vidéo, c'est un peu mou. C'est pas toujours spécialement intéressant. Je pense notamment à un passage dans la saison 2, dans une espèce de jeu vidéo de méca robot de baston. C'est quand même 2-3 épisodes là-dedans et c'est un peu long quand même sur la fin. Ouais, ouais, pareil, dans la saison 1, il y avait une scène comme ça que j'ai pas compris l'intérêt. C'est quand ils sont prêts à aller affronter un gros boss, t'as le perso principal qui décide d'aller s'entraîner en jouant à un jeu de baston qui n'a rien à voir avec Shangri-La Frontière. Je suis en mode, mais pourquoi faire? Genre, va t'entraîner dans ce jeu plutôt que dans un autre jeu de combat. C'est pas le même gameplay, ni même les mécaniques de combat, donc ouais, un peu bizarre et du coup, bah ouais, ça traîne en longueur, hein, c'est un peu chiant. Et en parlant de longueur, dernier point abordé, c'est vrai qu'il y a certains combats qui sont très longs. Je pense notamment saison 1, le combat contre Wezaemon qui est hyper long. C'est sur plusieurs épisodes, c'est vraiment très très long. Moi, je trouve ça a l'air en vrai, hein. Il y avait juste la partie, tu sais, où ils affrontaient l'espèce de cheval métallisé là. J'étais en mode, Oh oh mon là, Dieu. ça, un peu chiant quoi. Mais vraiment, toute la partie avec le boss et tout, franchement, ça passait plutôt crème, hein. Après, j'avoue que c'est toujours les mêmes mécaniques, genre, hop, je prends un coup, je lance ma balle, hop, je reviens à la vie, hop, je lance mon truc, voilà. Ensuite, le remake de Kenshin le Vagabond qui a aussi eu une saison 2 en automne et qui se poursuit en hiver 2025. Donc voilà, on ne présente plus l'auteur Nobuhiro Watsuki qui a écrit à l'époque, donc voilà, Kenshin le Vagabond, qui est un précurseur dans le shonen Neketsu, qui a apporté plein de codes avec. Le remake est animé par Leiden Film et qui est produit voilà, par Aniplex et la Shueisha. Donc voilà, historiquement, Kenshin arrive dans la deuxième vague des shonen. Donc c'est entre la sortie de Dragon Ball et le Big Three. Voilà, c'est plein d'influences pour le genre shonen, que ça soit en termes de personnages, d'histoire, chorégraphie de combat, antagoniste. Donc c'est vrai que à visionner comme ça, c'est un shonen assez classique, mais il faut bien se remettre dans le contexte de tout ce que cette œuvre a pu apporter pour tous les animés shonen d'aujourd'hui. Pour moi, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et puis en plus de ça, visuellement, c'est très très beau. Voilà, un remake avec les capacités techniques de nos jours. Donc voilà, évidemment en point d'alerte, bah, comme j'ai dit, voilà, en point d'alerte, c'est un shonen neketsu. Donc bah c'est H24 de la baston. Voilà, mais si vous êtes amateur de shonen neketsu, bah vous allez adorer. Et enfin, je termine cette liste avec Dragon Ball Daima, la dernière œuvre plus ou moins rédigée et produite par Akira Toriyama. Et après, c'est animé et produit par la Toei. Je vais passer assez vite dessus parce que le scénario
scénario, Goku et tous ses amis redeviennent enfants, donc faut récupérer Dragon Ball. Dragon Ball qui sont dans l'univers des démons, enfin, c'est Oh là assez là. répétitif, c'est assez barbant quand même. Alors, c'est très très beau visuellement, les combats sont ultra dynamiques. Je pense notamment aux différents combats contre les Tamagami qui sont très cool, ou le petit combat entre Goku Vegeta, premier épisode. C'est vrai qu'il y a un vrai travail sur les chorégraphies de combat, sur l'impact des coups, et même visuellement, voilà, ça rend très très bien. Mais c'est vrai qu'en termes de scénario, encore une fois, se paye un Dragon Ball qui vise un public plutôt kids. On baisse d'un coup les enjeux. C'est assez gnangnan quand même. Je suis désolé, Goku qui nous parle de caca. Non, mais je suis désolé, c'est assez affligeant quand même. Et en plus de ça, l'œuvre crée des incohérences sur toute la mythologie Dragon Ball, en fait, sur la création de l'univers, sur les Namek et tout. Et c'est truffé d'incohérences. Et franchement, ça me sort de l'épisode à chaque fois. Heureusement que les combats sont vraiment très cool et que ça remet dedans juste après. Mais franchement, je trouve ça assez décevant pour une énième suite à Dragon Ball Z, quoi. Moi, je sais que Dragon Ball Daima, justement, j'ai droppé épisode 1 car vraiment le concept déjà de base, je m'en fous tellement en fait maintenant de ce qui se passe dans Dragon Ball. Tout ce qui est même pareil Dragon Ball Super, tout ce qu'il y a eu et tout, je m'en fiche totalement. Les films qu'il y a eu, je m'en fiche totalement. En fait, juste Dragon Ball, je pense que c'est une œuvre qui aurait dû juste se terminer depuis des années, des années. Ils ont voulu remettre ça à l'ordre du jour, mais franchement, après, je sais qu'il y a pas mal de fans dans Dragon Ball Super, mais en tout cas, moi, je trouve que Dragon Ball Super, ça marche jamais. À part le dernier arc, l'arc des tournois. Franchement, moi, Dragon Ball, c'est chiant en fait qu'ils continuent encore et encore à forcer cette licence, alors qu'elle aurait vraiment dû être terminée depuis vraiment des décennies, quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour les animés qui sont toujours en cours de diffusion par rapport à l'automne 2024. Maintenant, on va vraiment parler des animés qui sortent durant cette saison, les vraies nouveautés. On va commencer par, je pense, la plus grosse attente de cette saison, à savoir Solo Leveling saison 2. Donc, pour recontextualiser un petit peu, qu'est-ce que c'est Solo Leveling? Il faut savoir qu'à la base, c'est un manhwa, donc une BD coréenne qui a été créée par Chung Kong, sortie sous Webtoon en 2018. Les Webtoons, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est une appli gratuite pour lire plein de bandes dessinées en format vertical sur les téléphones. C'est une œuvre qui a eu beaucoup de succès sur cette plateforme, justement. Donc, le projet d'adaptation à la base n'était pas encore envisagé, car il faut savoir qu'à l'époque, les BD coréennes n'étaient pas encore perçues comme des candidates idéales pour des adaptations à succès. Mais en 2020, tu as eu Tower of God et God of High School qui ont été adaptés justement de ces BD coréennes. Et ils ont eu un assez gros succès durant cette période. Donc, sorti en 2020, donc Covid oblige, je pense que ça a beaucoup aidé là-dessus. Solo Leveling était donc bien pressenti pour être adapté. Et puis, comme la communauté en plus était beaucoup plus grosse que ces deux autres œuvres, forcément, le succès allait être au rendez-vous. Donc, c'est durant l'Anime Expo de 2022 qu'il y a eu une annonce officielle de l'adaptation de Solo Leveling. Et on a appris que du coup, c'était le studio A1 Pictures qui s'occupait de cette adaptation. A1 Pictures, c'est ceux qui ont fait SAO, Love is War, Yuri in April, etc. Donc c'était un assez bon studio pour ce genre d'animé. Sorti à la base pour 2023, c'est au final en 2024 que 12 épisodes sortent. Et évidemment, ça a été le plus gros hit de 2024. Et Paul, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses un petit peu de Solo Leveling et peut-être aussi nous parler un peu de l'histoire parce que voilà. On est dans une ère un peu contemporaine comme la nôtre et subitement, des portails vont apparaître un peu dans le monde. Ces portails abritent des donjons avec des monstres. En parallèle, des êtres humains vont développer des pouvoirs au moment de l'apparition. Les pouvoirs sont répartis d'un rang E qui est le plus faible à un rang S qui est le plus haut. On suit donc le quotidien de Jin Suong, qui est un jeune homme qui est chasseur du coup dans les donjons, qui est de rang E et va un jour réaliser une mission dans un donjon qui apparaît de niveau assez faible, mais qui finalement en fait va se retrouver dans un espèce de piège où ce donjon va abriter un double donjon. Ce double donjon est en fait de niveau bien supérieur à tout le reste du groupe et sans trop vous dire comment ça va se passer, à la fin de ce donjon, il va se retrouver avec des pouvoirs similaires à une sorte de jeu vidéo. Je m'explique. En augmentant en XP, en level, il va développer des points de compétence, des capacités en plus, développer sa puissance, qui va lui permettre, plus en travaillant et en butant des monstres, en faisant des exercices et des missions, il va augmenter en puissance et donc dépasser son stade de simple rang E. Et donc en fait, Solo Leveling, c'est l'ascension de ce personnage à travers ce monde de donjons et de monstres. Alors moi, ma relation avec Solo Leveling, moi c'est vrai que j'ai lu le webtoon avant de découvrir l'adaptation, donc c'est vrai que moi je suis assez familier avec cette œuvre-là.
Et puis pour être assez concret, j'ai passé un bon moment devant ma lecture. J'ai vraiment passé un bon moment, c'était, assez nouveau pour moi. Les narrations, coréennes, c'est assez particulier par rapport aux normes japonaises. Est venu l'animé, Solo Leveling. C'est vrai que, le truc, il est temps de mijoter, quoi. Ça faisait longtemps qu'on attendait un animé. Là, il y a une sur-hype, je pense, qui s'est formée autour de l'œuvre et c'est vrai que, cette saison 1, elle était bien, mais comparée aux attentes on pouvait voir sur les réseaux, dans la presse, autour de Solo Leveling, c'est vrai qu'il y avait une petite marche en moins quand même. Mais avec ce qui va arriver après, on va passer de bons moments, je pense, devant Solo Leveling, ouais, clairement. Est-ce que du coup tu penses que Awan Picture a bien fait son travail d'adaptation? Parce que j'ai un peu checké un peu le webtoon et c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment du coup déjà cette lecture qui en format vertical, donc forcément le dessinateur s'est beaucoup amusé avec ses cases, donc ça fait pas, il y a pas de carré, il y a vraiment que des losanges, des longs rectangles, on passe de la scène à une autre très rapidement. Et pour moi Awan Picture, je pense qu'ils ont pas essayé un peu entre guillemets de s'amuser dessus. Ils ont juste fait une adaptation très classique de l'œuvre, ils ont juste adapté l'histoire, mais sans vouloir s'amuser avec l'œuvre en elle-même quoi. Genre il y a pas vraiment quand je regarde l'animé Awan Picture, je me dis pas que ça vient d'un webtoon déjà. Genre, je vois pas la patte d'une BD coréenne, etc., quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup perturbé sur le Solo Leveling. Et puis, je te rejoins beaucoup là-dessus, hein. Je trouve que l'histoire, en tout cas de cette saison 1, elle est quand même assez classique pour ma part. Je trouve que les gens ont un petit peu trop surhypé l'œuvre. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ces deux derniers épisodes de la saison 1. Car déjà, ça annonçait quelque chose de gros pour la saison 2. Parce que j'avais peur juste d'une conclusion assez banale. Là, pour le coup, il y a vraiment, on passe vraiment à un level au-dessus avec cette conclusion. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup d'attentes maintenant sur cette saison 2. Là où pendant tout mon visionnage de Solo Leveling, j'étais plutôt en mode ouais, bah écoute, c'est sympa quoi. Du coup, au moment où on enregistre, nous, cet épisode, l'épisode 1 de la saison 2 est déjà sorti. Je sais que nous deux, on l'a déjà vu. Et pour moi, ce premier épisode, il m'a totalement réconcilié. J'ai tellement pris mon pied et je vais même aller plus loin encore. J'ai même plus apprécié le visionnage de ce premier épisode que la quasi-totalité de la saison 1. L'épisode là, il est dynamique, très intriguant car dès le début, on met Jinwoo dans une situation assez délicate car il affronte un style de donjon qu'ils n'ont jamais testé auparavant. T'as le chara design de Jinwoo qui ressemble enfin à un personnage plutôt qu'un personnage random numéro 43. L'animation, elle est vraiment aux petits oignons. Il y a plein de petits moments de mise en scène qui sont assez plaisants à voir, comme par exemple une scène à l'aéroport où tu as l'ombre d'un avion qui passe derrière un personnage pour montrer sa noirceur, ou encore une flèche qui traverse toute une forêt pour atteindre nos personnages. Et aussi, tu as un travail de son, notamment par rapport à un certain rire d'elfe qu'on entend à un moment, qui a un son très saturé et qui met assez mal à l'aise. Donc rien que pour ça, c'est ce genre de petits détails qu'on n'avait pas reçus dans la saison 1 et qui là aujourd'hui fait vraiment plaisir à voir. Ouais, moi, je suis complètement d'accord. C'est vrai que tout de suite, en fait, dans ce début de saison 2, il y a tout de suite des enjeux qui ont été remis directement sur la table. On remet une barre d'enjeux, il y a des nouveaux concepts qui arrivent tout de suite. Donc, en fait, on sent directement une fraîcheur, tout de suite une fraîcheur autour de cette saison 2. Il y a un renouvellement, on nous met tout de suite dans le bain. Et en fait, c'est hyper agréable de vraiment avoir l'impression de ah, voilà, c'est la suite. Donc là, on démarre un nouvel arc. Enfin, c'est voilà. Moi, je trouve ça hyper, hyper cool. Ah, c'est ce genre d'épisode 1 en fait qui te donne vraiment envie de continuer quoi. Donc franchement pour moi ils ont vraiment géré là-dessus. Donc voilà, donc ça annonce que du bon pour la suite. Maintenant pour l'animé suivant, ça va être Link League saison 3. Donc est-ce que Paul tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Link League? Bien sûr, avec plaisir. Alors déjà, c'est vrai qu'on parle d'animation japonaise, mais on s'autorise aussi le droit de parler d'animation chinoise, parce qu'en effet, Link League est un animé chinois. Alors, de quoi parle, Link League? On suit 2 personnages, Cheng Xiaoxi et Lu Guang, qui sont en fait 2 gars qui bossent dans un studio photo, mais un peu spécial ce studio parce qu'en fait, ils ont une capacité. Cette capacité, c'est de voyager dans le passé grâce à des photos justement, que des clients peuvent leur transmettre. Lu Guang, il va donner en fait une possibilité à son compère, Cheng Xiaoxi de, pouvoir prendre le contrôle de la personne qui a prise la photo, hem de ce que le client lui a remis. C'est ce concept-là où on va suivre des enquêtes, des histoires, plein de petites histoires qui vont s'enchaîner, sur comment, les 2 personnages vont régler les soucis et les demandes, des clients. Donc la première saison est sortie en 2021. Il y a eu une saison 2 en 2023 et aujourd'hui, en hiver 2025, on a une saison 3 ou, saison 2.5, comme vous voulez, on y reviendra, qui est diffusée, en ce moment même. Et alors Link League, franchement, c'est vraiment trop, trop, trop bien pour plein de bonnes raisons.
Déjà, c'est super beau. Ouais. Visuellement, c'est super beau, c'est hyper bien animé. Le style d'animation chinoise, on le sent en fait, par rapport à ce que proposent les codes japonais. Il y a vraiment une nuance, une différence et même déjà dans le langage, c'est pas du tout pareil que le japonais et en fait, c'est, hyper agréable de baigner dans tout ce style-là. Le concept fonctionne super bien, c'est hyper bien introduit, tous les passages dans le temps sont, hyper bien maîtrisés. Le coup de jouer sur les photos, c'est pur génie dans le sens où, on redécouvre en fait les souvenirs de clients et c'est, Lu Guang et Chen Qiaoshi qui vraiment ressentent tout et on ressent ça avec eux et c'est hyper passionnant de voir tout ça. C'est toutes ces petites histoires qui s'enchaînent, c'est hyper agréable. Il y a une ambiance, une atmosphère qui est top. Les musiques sont vraiment très, très cool. C'est tout en lien avec, ce qui se passe à l'écran. Donc enfin voilà, nous on apprécie, énormément ce travail-là. Je sais pas toi Cédric, toi sur ton ressenti sur les saisons 1 et 2, mais moi de mon côté ça a été assez bluffant quand même. Si pour moi, Link Link, c'était une énorme claque. Parce qu'il se passe dans l'épisode 1, ça t'introduit vraiment comment marche le pouvoir, etc. Comment ça se passe, avec les répercussions que ça peut avoir. Même si c'est une histoire on va retrouver plusieurs histoires durant cette saison 1. Mais en fait, toutes ces histoires vont avoir une sorte de lien qui vont ensuite arriver à une sorte de conclusion. Et ça marche trop trop bien. La saison 2, on rentre vraiment plus dans le côté, les conséquences que ça peut avoir sur les personnes, etc. Et moi, je sais que pour ma part, en tout cas, j'ai eu tout enchaîné en 2-3 jours car j'étais vraiment à fond dedans. Je voulais absolument savoir ce qui se passait encore et encore et encore. Et du coup, j'avais beaucoup d'attentes sur cette saison 3. Et cette saison 3, on va dire que c'est un poil plus décevant dans le sens où là où la saison 1 et 2 étaient très liées ensemble, la saison 3 c'est plus une sorte d'origin story. Mais pour l'instant, le début est un peu mou malgré le fait qu'on a eu un épisode d'1 heure. On pouvait s'attendre justement à que ça introduit énormément d'éléments justement pour cette saison. Mais saison 3 elle n'a pas réussi à déclencher ce petit truc qu'il y avait dans cette saison 1 et 2. Il y a plusieurs histoires, elles sont pas mauvaises, mais pas non plus super intéressantes. Évidemment, c'est bien expliqué, c'est bien animé encore une fois. Il y a rien à redire dessus. Il manque ce petit truc qu'avait Link Link dans ses premières et deuxième saisons. Et c'est pour ça que moi, je considère plus ça comme une saison 2.5. Car juste, ça revient sur les origines aussi du personnage. Car au moment où on tourne cet épisode, on est à l'épisode 2. Et ça nous montre vraiment que ça veut introduire un peu plus en profondeur les personnages qui nous ont présentés depuis la première saison, quoi. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, Paul, mais moi, je le ressens un peu comme ça. Je te rejoins complètement, là-dessus. C'est vrai qu'il y a vraiment une dose d'intensité qui a été baissée. Forcément, quand tu fais une origin story, c'est sûr que, bah, le spectateur est censé déjà connaître les événements qui vont arriver ensuite. Donc, c'est vrai que là, on perd cette niaque de se dire: «Oh là là, encore un cliffhanger, qu'est-ce qui va se passer après, quoi?» Là, c'est vrai qu'on perd un peu ce truc-là, mais, ça n'enlève rien que ça reste de très bonne qualité. Le matériau de base est excellent et on vous invite sincèrement à découvrir, Link League. Lancez le premier épisode, vous allez être comblé tout de suite, j'en suis Ouais. persuadé. Donc voilà, donc ça c'était pour Link Link saison 3. On passe maintenant à l'autre gros hit de cette saison qui est Sakamoto Day. C'est un manga japonais écrit et illustré par Yuto Suzuki. Il est publié depuis 2020 dans le Wiki Shonen Jump et c'est animé par TMS Entertainment, notamment eux qui ont fait Dr. Stone, le remake de Fruit Basket et Blue Box qu'on a parlé tout à l'heure. Donc l'histoire, ça suit Taro Sakamoto, un assassin légendaire qui un jour tomba amoureux et abandonne le monde de l'assassinat pour mener une vie paisible avec sa nouvelle famille. Et Sakamoto, du coup, est aujourd'hui patron d'une petite épicerie du quartier. Voilà, il vit ses jours heureux avec sa famille, tout ça, tout ça. Mais malgré sa retraite, son passé le rattrape et d'anciens tueurs et assassins essaient de le tuer avec l'aide de Shin, un ex-tueur télépathe qui va s'allier avec lui. Et du coup, Sakamoto reprend du service, mais depuis qu'il a fondé une famille, il a pris beaucoup de poids, mais ça va pas l'empêcher de passer à l'action pour protéger ses semblables. Donc Sakamoto Days, c'est une très très grosse attente car déjà c'est un gros hit du Weekly Shonen Jump. Donc forcément, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Moi, je sais que je suis content parce que je ne connais absolument rien du tout au manga. Je me suis pas spoilé un seul instant. Donc j'ai très hâte de savoir ce que ça va donner. En plus, l'histoire a l'air quand même assez intéressante et ça m'attire beaucoup car ça me rappelle un peu The Fable qui était sorti l'année dernière, un animé un peu de niche, hein, mais franchement je vous conseille d'aller la regarder car c'était vachement bien. Ça
c'est pas vraiment le même concept, mais ça s'y rapproche quand même pas mal. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont eu un peu peur de son adaptation, car faut savoir que Sakamoto Day est, selon la communauté en tout cas, très créatif sur son côté combat. Et sur les bandes annonces qui ont été diffusées, apparemment, il y a eu beaucoup de retours très négatifs qui ont été postés dans les commentaires, comme quoi, voilà, ça ressemble plus à une tranche de vie que de l'action pure et dure. Du coup, forcément, ça a préoccupé pas mal les fans. Moi, je sais que faut jamais vraiment juger une bande annonce, enfin, jamais juger une œuvre à une bande-annonce. Et en plus de ça, les bandes-annonces que je n'ai vues, en tout cas, ça montre pas non plus trop les scènes d'action. Donc, je pense qu'il faut vraiment donner sa chance à cet animé, car il a un bon potentiel pour que ça marche bien. Donc, je conseille vraiment de vous pencher dessus si jamais ça vous intéresse. Donc, toi, Paul, je sais que tu avais justement lu les 3 premiers tomes de Sakamoto Day. Donc, qu'est-ce que tu attends de cette adaptation et qu'est-ce que tu as pensé déjà de ces 3 premiers tomes? Bah, déjà, Sakamoto Days, moi, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Enfin, 3 premiers tomes qui se dévorent à une vitesse, assez, assez folle. Franchement, c'est vraiment un manga de qualité. Mais pour parler vraiment, action, dynamisme, comment c'est rythmé, c'est hyper efficace, dans le sens où, les en tout cas, dans le manga, les planches, il y a un enchaînement bien particulier. Les mouvements sont très bien dessinés, chorégraphiés. Les perspectives sont top. Les plans subjectifs sont vraiment cool. Enfin, on a un premier plan qui est souvent très détaillé, avec un second plan qui tire dans la longueur. Enfin, c'est assez, assez maîtrisé. Il y a un coup de crayon vraiment maîtrisé de l'auteur. En fait, c'est ça aussi qui rend le manga hyper agréable à lire. Donc, c'est vrai, bah voilà, énormément d'attentes sur l'œuvre. C'est vrai que j'ai été un peu rebuté de par le choix du studio d'animation, mais je me dis, on peut peut-être avoir une bonne surprise avec le studio TMS. J'attends de voir, franchement, je vais me laisser un peu porter par l'adaptation, mais Sakamoto, c'est du miel pour les yeux normalement. On reste avec le studio TMS puisqu'on va parler maintenant de Dr Stone, saison 4, la saison finale, partie 1, normalement, si tout s'enchaîne bien. Donc alors, Dr Stone, évidemment, immense attente, mais avant de parler concrètement des attendus sur cette saison finale, rappelons un petit peu de quoi parle Dr Stone. Dr Stone parle en fait d'un événement catastrophique qu'il y a eu plus ou moins à notre époque, où en fait, après une explosion d'ondes verdâtres, tous les habitants de la Terre et des êtres vivants se sont retrouvés pétrifiés de pierre. D'un seul coup, c'est inexplicable et en fait, le temps a passé, des milliers d'années se sont écoulées jusqu'à ce que notre protagoniste se réveille, Senku Ishigami, qui, après une réaction chimique entre le contact de la pierre et un certain liquide, il va sortir de son réveil de pierre après toutes ces années. Et l'objectif en fait de Senku, ça va être de reconstruire la société humaine en sortant de leur sommeil de pierre tous les habitants de la planète Terre et en s'aidant de plusieurs personnages qui vont arriver dans l'intrigue. Dr Stone en animation et même en manga, c'est un format ultra, ultra bien pensé et hyper original. On va redécouvrir à travers le regard d'un scientifique moderne l'évolution de la technologie humaine. Donc voilà, on reprend la base, le silex, la corde, comment on fait du feu, comment on s'approvisionne en nature sauvage. Et en fait, on refait toute l'évolution du mécanisme, de la construction, de la création, de la découverte de matière, l'assemblage de matériaux aussi. Et en fait, c'est tout ce développement technologique qui est réalisé par Senku pour atteindre son objectif, sortir du sommeil toute la population humaine. Et pour être un peu plus perso, moi je trouve que Dr. Stone, c'est un shonen qui est ultra original dans son concept. Et toi, je crois que Cédric aussi, t'apprécies pas mal l'œuvre aussi. Ouais, moi je sais que le début en tout cas de Dr. Stone, je l'aime énormément car on retourne vraiment dans cet âge de pierre où on doit tout reconstruire, tout réapprendre, juste les bases quoi, à faire du feu comme tu disais, etc. C'est très éducatif comme animé, je trouve, pour les gens plus jeunes qui veulent se lancer dans les animations japonaises. Un peu, hein, il était une fois, mais avec un peu plus d'humour ou un peu plus créatif aussi, car il y a quand même toute une histoire qui se déroule derrière. Donc franchement, moi je sais que la saison 1, j'avais grave, grave adoré. C'est très rapide, très bien rythmé. Moi je sais que j'avais eu beaucoup d'attentes pour la suite, car je me dis que ça allait aller encore plus loin. Et c'est sûr que là où il y a une saison 2 qui était pour moi un peu plus faible, car c'était juste, sans rentrer trop dans les détails, c'est un affrontement gentil contre méchant. C'était pas très intéressant. Moi ce que j'aime vraiment dans Dr. Stone, c'est vraiment le côté découverte de matériaux, fabrication, etc. Saison 3, du coup, ce qui était bien, c'est qu'on retournait là-dessus, c'est qu'on a une vraie avancée dans l'univers et surtout dans l'exploration de tout, quoi. Exploration de nouvelles terres, des airs, etc. Donc franchement, c'est un animé qui est très très bon et que je conseille à tout le monde car vraiment, vous pouvez tous vous y retrouver dans cette œuvre-là, quoi.
Évidemment, beaucoup d'attentes autour de cette, saison finale. On attend évidemment, une conclusion à l'intrigue principale, mais aussi aux intrigues secondaires qui entourent les autres persos. Donc voilà, ça va être un peu le moment décisif souvent pour une œuvre, c'est comment bien conclure son histoire. Alors c'est vrai que le manga est fini, hein. Je crois que toi, tu sais que tu as lu le manga ou pas? Bah, je sais que j'avais commencé à lire le manga avec un pote parce que justement on avait terminé la saison 3 partie 1, un truc comme ça. J'avais pas lu jusqu'au bout malheureusement, donc là je suis vraiment Mmh. à jour dans l'animé, mais j'ai pas continué après avec le manga. Donc bah, voilà, avec Cédric, on a beaucoup d'attentes, sur cette conclusion, et on espère qu'elle sera au même niveau que ce qu'on a toujours habitué avec les différentes saisons, les différentes parties. Donc voilà, beaucoup d'attentes autour de cette saison finale. Et si je peux rajouter un dernier petit truc sur Doctor Stone, c'est que l'opening de cette saison 4 est fait par le groupe de Ali, qui est un de mes groupes préférés all time. Je sais que c'est eux qui ont fait notamment l'opening de Beastar saison 1, de l'ending de Jujutsu Kaisen, pardon. Et je trouve que c'est un groupe qui est vraiment talentueux et à chaque fois qu'il touche à un opening ou à un ending, c'est toujours merveilleux. Donc, j'ai déjà une grosse attente rien que pour ça, rien que pour l'opening, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Donc ensuite, on passe au carnet de l'apothicaire saison 2. Alors les carnets de l'apothicaire, à la base, c'est un roman qui date de 2011, qui a été publié sur un site qui s'appelle Shosetsuka Ninaro. C'est une plateforme en ligne où les utilisateurs peuvent poster gratuitement leurs romans. Donc l'œuvre a gagné en popularité du coup sur cette plateforme. Il a donc été adapté après en light novel, puis en manga en 2017 par Natsu Hyuga. Puis ensuite, ça a été adapté en 2023 par le studio OLM et Toho Animation Studio. Donc l'histoire, de quoi ça parle? Donc on est dans un palais impérial de la Chine ancienne. On suit Mao Mao, une jeune apothicaire qui travaille comme servante dans les quartiers de concubines de l'empereur. Mao Mao, c'est un personnage assez intelligent et perspicace qui a une grosse curiosité sur la médecine. Elle teste notamment plein de poisons sur elle et tout quoi. Ces expériences, justement, ça va attirer l'attention de Jinsi, un impérial du palais justement qui va la conduire à résoudre divers mystères liés à des décès ou à des empoisonnements au sein du palais. En gros, bah voilà, c'est la première saison. En gros, on va avoir plein de petites histoires sur comment telle personne a été empoisonnée. On va vraiment chercher en détail ce qui s'est passé, tout ça, tout ça. Les canaux d'apothicaire, alors moi, je sais que j'ai tout regardé en à peine 2 semaines. Et je sais pas, je pense que je suis totalement passé à côté car mon visionnage, en tout cas, j'ai trouvé que ça vraiment très sympa, mais pas non plus si exceptionnel, ou en tout cas, j'ai pas été renversé par l'histoire. C'est peut-être que les sujets ne m'intéressaient pas ou que j'étais pas pris dedans. Mais en tout cas, je sais que je suis un peu, je suis resté un peu mitigé en vrai, car j'avais beaucoup d'attentes dessus. Très bonne saison, mais j'avoue que je suis pas rentré dans la hype. Je sais pas toi, Paul, mais En fait, les canaux de l'apothicaire, ce qui est surprenant, c'est que c'est un slice of life on suit Mao Mao qui résout des problèmes et des enquêtes à travers tout le palais impérial. C'est assez cool. Le perso de Mao Mao fait littéralement tout. Enfin, c'est pour elle qu'on regarde l'animé. ouais. Mais c'est vrai que moi, je me suis toujours demandé, mais c'est dingue en fait. Toute la hype, les retours, les notes autour de, en fait, des canaux de l'apothicaire, parce qu'il y a rien qui le fait entrer dans l'étape de, vous allez prendre une claque, c'est incroyable. Enfin, c'est pas du tout ce que je me dis quand je regarde ça. Je suis plus en mode, c'est chill, j'ai passé un bon moment, pouce en l'air, voilà quoi, ça s'arrête là. Après, c'est une bonne chose que des slice of life, comme ça, fonctionnent. Ça montre que les gens sont hyper ouverts à apprécier à fond d'autres genres que, l'habituel ou shonen ou l'habituel, romance. Donc c'est vraiment très cool et bah, j'attends de voir, ce que la saison 2 va apporter en plus, de ce qu'elle a déjà posé en saison 1 parce que moi, c'est ma grosse frayeur, c'est que ça ne se renouvelle absolument pas, en fait. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, j'ai peur que ça se renouvelle pas et en fait, c'est toujours les mêmes histoires qui sont répétées à chaque fois. C'est pour ça que j'aimerais bien que ça limite ouvre des portes à, je sais pas, plus de sujets hors du palais ou que je sais pas il se passe quelque chose dans le palais qui fait que Mao Mao se retrouve en danger, un truc comme ça. Enfin, juste que ça ouvre des portes vraiment sur peut-être une histoire plus au-delà de ce qui est déjà introduit de base. Et je pense que ça pourrait peut-être plus m'intéresser. On passe ensuite à Honey Lemon Soda, qui est un manga écrit par Mayu Murata, animé par JC Staff et produit par le studio Pierrot, ce qui est assez original. De quoi nous parle cet animé? Alors en fait, on va suivre Uka, qui est une adolescente qui a été harcelée à cause de son caractère de renfermée, de discrète. Elle se faisait même appeler Pierre, comme un caillou en fait, au collège. Et elle décide finalement de changer de lycée pour aller dans un autre qui avait une meilleure réputation quand même. Elle va rencontrer un mec qui s'appelle Kai, qui est un garçon pareil, quand même assez charismatique
et elle l'admire. Voilà, dès la première rencontre, elle est complètement, choquée de par le caractère de cet homme et pour elle, il paraît quand même un peu inaccessible. Enfin, il y a trop une différence de caractère et en fait, finalement, plus le temps va passer et plus Uka et Kai vont se rapprocher, peu à peu et ça va transformer, en fait, la vie de Uka qui va finalement découvrir ce nouveau monde. Moi, mes attentes quand, j'ai été devant ce synopsis et devant le trailer qui est sorti, si Uka, comme l'est montré, est harcelée par rapport à son côté renfermé, sur elle-même, j'attends forcément en retour un développement un peu poussé sur sa psychologie. J'ai pas envie que ça soit juste en mode, «Ouais, je parle pas donc je me fais harceler». Non, j'ai envie que ça soit, développé, concret, que s'il y ait un vrai poids sur l'œuvre à cause de ce caractère, renfermé. Pour moi, c'est hyper important que ça soit développé puisque c'est quand même la base de l'histoire. Je pense que c'est important aussi de voir comment Uka se reconstruit à cause de son harcèlement grâce à Kai. Comment ce mec va, réussir à pousser vers le haut cette fille qui a eu un passage très compliqué au collège. Voilà, je me dis, pour cette nouvelle romance qui sort, je m'attends peut-être à une romance un peu contemporaine quoi, avec, des trucs un peu moins clichés, habituels, où on va vraiment avoir juste 2 ados, qui essayent de s'aider un peu l'un l'autre, tout en, créant un petit lien amoureux. Enfin voilà. Moi j'attends quelque chose d'assez naturel, en même temps travailler sur le côté, psychologie, de l'un et de l'autre. Mes peurs autour de Honey Lemon Soda, bon, j'ai vu le trailer, c'est pas la folie en termes visuels, c'est pas hyper beau. Bon, c'est JC Staff quoi, enfin, c'est pas, eux qui vont me mettre une claque visuelle, c'est pas hyper beau. Après je sais que la patte graphique du manga est très tranchée et que, bah, je me doute que le studio a fait de son mieux pour le retranscrire. Mais voilà, alerte là-dessus. Si j'attends une romance contemporaine et un petit peu actuelle, forcément, s'il vous plaît, un truc pas trop cliché, qu'on n'a pas déjà vu et revu. J'espère vraiment qu'on va avoir ce truc-là un petit peu neuf, un peu comme avait eu, Skip and Loafer, un animé que j'avais beaucoup apprécié, qu'on avait vu, tous les 2 Oui, oui, Cédric, c'est vrai hein, que oui, c'est très, très bien celui-là, ouais. qui était vraiment très cool et qui était super contemporain dans son développement. Donc voilà, j'espère, quelque chose un petit peu tourné dans ce sens-là. On passe maintenant à Mendalist. Donc c'est un petit manga sportif qui est écrit et illustré par Tatsuya Ishida. Il a été publié pour la première fois en 2020 dans le Shonen Sunday, puis adapté par le studio Enji. Alors c'est un manga qui parle de patinage artistique. On y suit Rika, une jeune patineuse qui a du mal à trouver sa place dans le monde du patinage en raison de son manque de confiance en elle. On va donc faire la rencontre de Kyo, un coach qui aperçoit un vrai talent en elle et donc va l'aider à se surpasser et l'emmener à une compétition nationale. J'ai beaucoup d'attentes sur cet animé-là car déjà les bandes annonces m'ont beaucoup donné envie. Le patinage artistique, c'est pas un domaine à la base qui m'intéresse vraiment, mais je sais que les animés, ils sont assez forts pour me donner envie de suivre un sport qui, à la base, ne m'intéresse pas du tout. J'ai pas de souvenir d'avoir eu un animé sur du patinage artistique, à moins que je me trompe, Paul, mais... Alors ouais, il y en a déjà eu un et même un qui a plutôt bien fonctionné, c'était, Yuri on Ice, qui était en fait un nuage, voilà, de patinage artistique et qui était, vraiment très, très bon et si je dis pas de bêtises, qui était animé par MAPPA et Oh. c'était, pour le coup, une vraie découverte pour moi, parce qu'avant le visionnage, en fait, de cette œuvre, bah, un peu comme toi, c'est vrai que, bah, le patinage artistique, bah, je m'en foutais un peu, quoi et après découverte, en fait, de cette œuvre, j'ai complètement changé d'avis sur ce sport et maintenant je respecte de ouf et donc là, je suis hyper, content de voir qu'il y a une nouvelle œuvre, sur le patinage, qui sort et j'ai hâte de voir comment, celle-là va, arriver à nous donner envie à s'intéresser au sport et quel aspect va être, vraiment, mis en avant, du patinage artistique. Donc voilà, grosse attente autour de Mendalis pour le coup. Ah, du coup, je viens de voir que oui, c'est Yuri on Ice qui est animé par Mappa. Et justement, en parlant de, MAPPA, le studio, fait son retour, dans cette saison de hiver, 2025 avec Zenshu qui est une œuvre, une création originale. C'est eux qui ont rédigé l'histoire, l'animent et le produisent. Donc là, on est sur un produit 100% MAPPAesque. Alors de quoi va nous parler, Zenshu? On va suivre en fait Natsuko qui est apparemment une jeune animatrice, talentueuse et en fait, elle va se faire rapidement un nom en tant que, réalisatrice et elle se lance dans un nouveau projet, une comédie romantique qui a pour thème le premier amour. Et elle va se heurter à une petite difficulté, c'est qu'en fait, elle a jamais connu l'amour. Elle est jamais tombée amoureuse et elle est incapable de concevoir un storyboard puisqu'en fait, elle bloque sur la production du film puisqu'elle ne sait pas de quoi elle parle en fait finalement. Et je trouve que c'est une super idée. Déjà parce que moi j'ai très hâte de voir le processus de création du film, voir c'est quoi les étapes de créa, le design, est-ce que ça va être fait, est-ce que ça va être du dessin papier, numérique, est-ce qu'il y aura une équipe, est-ce que le personnage elle sera tout seul,
comment le studio est derrière l'auteur ou l'autrice. Enfin, voilà, moi j'aime bien voir ce truc-là. À la vue du trailer, en fait, on remarque que, on voit l'évolution évidemment de l'autrice sur son, appréhension du truc et en même temps, on a aussi des passages où on sera directement dans le film en question qui est conçu. Et donc en fait, on va voir l'évolution des personnages, j'ai l'impression, du film et de l'auteur et je trouve ça hyper, cool de voir directement le produit en action. Enfin, c'est hyper clair et on va vraiment savoir, sur quoi bosse en fait le personnage principal. Évidemment, l'autre attente, je pense que Cédric, c'est un truc qui est important pour nous, c'est, comment les auteurs et autrices font aujourd'hui pour transmettre, dans leur œuvre en fait ce genre de sentiments alors qu'ils n'ont pas eux-mêmes l'expérience et qu'est-ce qu'on met en place? Comment on fait pour pouvoir, être le plus authentique possible? Bah, c'est un bon contexte déjà pour pouvoir expliquer l'aspect documentation et recherche dans une fiction. Comme sur les bandes annonces, on voit que c'est une personne assez froide en apparence avec les gens. Le fait qu'elle va essayer de comprendre comment marche l'amour ou juste savoir comment marche le sentiment amoureux envers une autre personne, ça peut déjà amener à des situations assez comiques et ça peut créer en elle des personnages où elle se retrouve et avec le temps, ça va développer aussi sa personnalité, en apprendre plus sur elle et ça va être intéressant à suivre sur le temps. Alors, le prochain, alors c'est un peu compliqué. Il s'agit de Hubelblatt. C'est un manga qui est sorti en 2004 et qui a été terminé en 2019. C'est écrit et illustré par Etoruchi Shiono et c'est du coup adapté par le studio Satellite et Stable Entertainment. Alors, pour faire très court, l'histoire, c'est on est dans un monde fantasy qui est séparé en deux, donc deux gros empires. Il y a une guerre qui a eu lieu entre les deux royaumes et voilà. Alors, c'est pas que j'ai pas fait de recherche, j'ai fait énormément de recherches pour savoir de quoi ça parlait. Je n'ai rien trouvé de très clair. Et c'est ça qui m'attire vraiment avec cet animé, c'est que j'ai très peu d'infos dessus. L'adaptation a été faite des années après. Il y a des fois ce genre d'animé où t'as pas non plus envie d'en savoir trop. Et ça peut donner une genre de surprise qui peut être inattendue. C'est ça que j'aime bien aussi dans les animés, c'est de se faire surprendre. Et je mise ma chance sur cet animé-là, car le fait de rien savoir sur ce manga qui, je sais, a pas une statut de culte, mais est très populaire, en tout cas pour son époque. Donc, je préfère vraiment me laisser aller complet, et puis découvrir ça en temps et en heure, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Paul. Je suis un peu intrigué par ce truc-là parce que c'est vrai que même moi j'avais essayé de regarder un petit peu, de quoi ça parlait et tout machin et j'ai pas trouvé non plus masse d'infos. J'ai vu un petit peu, quelques planches, qui était le perso principal, un peu le l'ambiance du truc. Ça a l'air d'être un petit peu dur quand même parce que, ça traite de sujets un peu hard. Après voilà, c'est un seinen donc, je suis pas non plus trop étonné. Il y a aussi la curiosité de se dire, «Putain, c'est sorti en 2004, c'est aujourd'hui en 2025 que ça sort, quoi. Donc, bah, juste pour se replonger dans les codes de l'époque, moi, je suis curieux, voilà. Et on poursuit avec Flowers and Ashura, un manga de Ayano, Takahata, que vous connaissez peut-être pour la saga des Euphorium, c'est la même autrice. L'Euphorium, c'est le manga sur le groupe de musique des jeunes filles qui font de la musique. C'est animé par le studio Bind et c'est produit par King Records. Alors, de quoi va nous parler Flower and Ashura? En fait, on va suivre Anna, qui est une jeune fille qui vit sur une petite île et qui est passionnée par la lecture à voix haute pour les enfants. Elle a vraiment un vrai talent pour ça et ça attire l'attention du président du club de radiodiffusion de son école et va l'inviter à en faire partie au sein du club de radio. Et en allant dans ce club, en fait, Anna, elle va découvrir une nouvelle facette de sa passion pour la lecture et qui va vraiment changer sa vision de la vie, en fait. Et alors moi, en fait, ce genre de choses, c'est typiquement, des œuvres qui, en fait, me proposent une passion ou, ouais, en fait, un métier que je ne connais absolument pas. Même dans mon entourage, je ne connais personne qui fait qui fait ça et en fait, j'ai envie de connaître, j'ai envie de comprendre, qu'est-ce que ça apporte du coup, aux gens, comment c'est codifié, comment c'est matérialisé, est-ce que, il y a des choix, particuliers? Enfin, en fait, j'y connais vraiment rien. Donc en fait, j'ai vraiment envie de découvrir ça et quand tu vois que l'autrice, c'est Ayano, Takeda, qui a mis vraiment un point d'honneur dans Euphorium sur la musique, les instruments, comment on joue, comment c'est, fait, comment c'est composé, j'attends que en fait, un travail de qualité autour de ce métier-là, en fait. Autre petite attente, peut-être pourquoi pas découvrir des auteurs parce que je suppose qu'ils du coup, ils vont lire des livres qui seront peut-être qui existent vraiment, au Japon et j'espère en fait connaître des bouquins, sympas, voilà. Et forcément, bah, en peur, bah, tout l'inverse de dernier élément, c'est qu'en fait, j'ai peur de, finalement pas voir en fait ces scènes de lecture. Mais encore une fois, au vu de l'autrice, j'ai vraiment confiance,
dans le travail de Takeda. Pour le coup, 100% confiance. Ok, ok. Eh bien, on va passer à une ambiance totalement différente, puisqu'on va parler de Momentary Lily. Donc déjà, Momentary Lily, qu'est-ce que c'est? C'est un animé original du studio Go End, qui parle d'un monde post-apocalyptique où on retrouve 5 meufs qui ont des super pouvoirs avec des grosses armes et vont affronter des titans bleus géants avec des gros vaisseaux spatiaux à la place de leur tête. Ça n'a aucun sens. Mais c'est ça qui m'a à la base attiré dans le projet, c'est que je me dis, vous pouvez trouver dans cet animé quelque chose de burlesque, assez décontracté et puis assez drôle aussi, on ne sait pas, hein, ça pouvait être drôle. Et le trailer m'avait beaucoup donné envie car ça avait l'air vachement d'être soigné et tout, donc ça m'a beaucoup donné envie. Mais voilà, on a découvert l'épisode 1 qui est sorti depuis quelques jours maintenant au moment où on enregistre. Et comment vous dire que c'est un peu éclaté honnêtement, car on est vraiment sur des personnages caractérisés du plus cliché au possible. On est sur une animation très particulière. L'histoire, l'intrigue, les personnages, tout ça, ça ne marche absolument pas. L'épisode 1, il m'a lessivé. Vraiment, je suis sorti, j'étais fatigué à la fin de l'épisode. Ah ouais. J'étais vraiment fatigué. Enfin, le truc, il a aucun sens. Tout est trop gros. Tout est là pour vendre les 5 pauvres meufs. Tout est mis en fait dans les persos. Mais en fait, les persos sont inintéressants. Donc, bah, je passe mon chemin. Je vais quand même aller regarder un peu la suite. Mais franchement, c'est un exploit si je veux jusqu'au bout. Voilà la liste commune que nous partageons en termes de visionnage avec Cédric. Mais ce n'est pas totalement terminé, puisque en plus de ces animés-là qu'on regarde en commun, on a aussi des œuvres qui nous a plus intéressés vraiment à titre personnel. Cédric, toi, tu vas regarder la saison 2 de The Happy Marriage, Mm. alors que moi, je ne compte pas du tout la regarder. C'est ça, parce que moi, The Happy Marriage, j'étais totalement passé à côté à l'époque de sa sortie. Et au vu des retours qu'il y a eu, et même en m'intéressant un peu plus à l'œuvre, j'ai trouvé ça vachement intéressant au final. Du coup, je sais que je regarderai la saison 2 et je vous en parlerai du coup via un partage entre vous et moi. Et aussi pour peut-être donner envie à Paul, peut-être par la suite à regarder quoi. Donc voilà, exactement. Et moi, de mon côté, j'ai aussi 3 animés donc que je regarde aussi de mon côté et que Cédric ne regarde pas et donc ça va être, voilà, comme pour, The Happy Mariage, un moment, où je vais, vous parler de ces œuvres-là. Ça va être des reviews qui vont être plus courtes que celles qu'on vient de faire pour les listes communes, mais on trouvait ça important aussi de parler un petit peu de nos choix un peu plus, personnels. Même pour vous, ça va vous permettre d'apprendre un peu mieux à nous connaître sur ce qu'on partage en même temps, ce qu'on préfère, l'un et l'autre avec Cédric. Et donc de mon côté, moi, je vais m'attaquer à Ishura, saison 2. Ishura saison 2, c'est un manga qui est écrit par Keizo, c'est animé par Passion et c'est produit par Kadokawa. Alors, très, très simplement, hein, le synopsis, c'est un gros battle royale dans un monde fantasy entre des demi-dieux. Voilà, il y a rien à ajouter, c'est juste de la grosse baston. Et j'avais pas spécialement kiffé la saison 1 que je trouvais, déjà pas spécialement très belle en termes d'animation et je trouvais l'histoire un peu pétée. Mais je vais donner une seconde chance à cette œuvre en regardant la saison 2, qui au vu des images, des quelques trailers, m'intrigue un petit peu. Donc je vais regarder un petit peu Ishura. En deuxième, j'en ai parlé au début de l'émission, c'est bien sûr Sentai Red Isekai. Donc voilà, c'est mon Isekai de la saison. On va voir ce qu'il donne. Donc c'est un manga qui est écrit par Koyoshi Nakayoshi. C'est animé par Satellite et c'est produit aussi par Kadokawa. Donc alors, synopsis encore une fois très simple. On suit un ranger rouge qui va perdre dans un combat dans notre monde actuel et qui va se réincarner dans un autre monde et il va endosser en fait le rôle d'aventurier déterminé, prêt à défendre la justice, etc. Donc en fait, on va voir un espèce de Power Ranger qui va débarquer dans un monde fantaisiste moyenâgeux et voir un petit peu comment il va s'adapter. Ma seule et unique attente là-dessus, c'est que j'espère que ce sera drôle. En fait, j'espère que ça va être pris pas du tout au sérieux, que ça va être complètement débile et que ce sera juste un moment où je vais passer un peu de bon temps à regarder ça. Et après, en fait, en termes de crainte, bah, tout est une crainte en fait, tout me fait peur parce qu'en fait, tout peut être te peut rendre le truc horrible. Si l'animé se prend un peu trop au sérieux, bah, en fait, c'est ridicule parce qu'on parle quand même de Power Rangers avec des elfes et des gobelins, quoi. Il y a moyen que ça soit vraiment infâme. Ça a l'air Mais horrible. j'ai Oh là ouais, là. mais j'ai un peu d'espoir que ça soit drôle. Un petit peu comme l'animé Vending Machine où c'était un mec qui s'est réincarné en distributeur automatique. C'était vraiment pas terrible, mais c'était drôle. Mais donc voilà, on va voir
voir ce que donne ce fameux Sentai Red Isekai. Oh, quel enfer. Ah là 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 là. Et enfin, un peu de sérieux avec le nouveau Fate, Fate Strange Fake, qui est animé par A1 et produit par Aniplex. Donc voilà, la grosse production, une des grosses productions de cette saison. Donc je sais que Fate, c'est un gros bordel, donc je ne vais pas vous faire la corvée de vous résumer l'histoire de Fate. Sachez juste que c'est une nouvelle série Fate qui se passe 5 ans après la dernière Grande Guerre. Et donc, en fait, voilà, on a encore une fois ce truc-là de Fate avec des servants, non, en fait, des masters qui appellent des servants pour se battre dans la quête du Graal. En fait, il y a un peu moins d'une dizaine d'entités mythiques, légendaires, qui sont connues, qui viennent de la littérature, de la pop culture ou même de l'histoire, et en fait, qui vont s'affronter pour obtenir le Graal. Et tout ça, en fait, c'est saupoudré de combinaisons politiques, l'Église qui s'en mêle, mais aussi les États qui veulent gagner leur pain avec cette histoire de guerre du Graal. Et en fait, on suit les différents persos dans cette lutte pour obtenir le Graal. La force de Fate, c'est voilà, c'est ces personnages, ces combattants, quelles relations les masters entretiennent avec les servants et inversement. Et Iwan est aux commandes, donc forcément, on va en prendre plein les yeux. Le premier épisode l'a déjà prouvé, c'est une claque absolue en termes visuels. Donc en termes d'attente, bah voilà, en prendre plein les yeux. Évidemment aussi voir comment l'univers va se renouveler parce que bon, on nous annonce une nouvelle guerre du Graal 5 ans après la dernière. On espère que ça va se renouveler un peu, que ça va un petit peu changer, que va y avoir des petits éléments scénaristiques en plus. Pourquoi pas aussi un développement des relations entre les servants et les masters parce que c'est vrai qu'on a un peu toujours eu la même, donc j'attends aussi un peu de nouveau. Et puis voilà, on remarque que Saber est maintenant un mec, puisque c'était de manière très connue une femme pendant très longtemps à travers Fate. Donc voilà, pourquoi ce choix? J'attends de voir pourquoi ils font ce changement. J'attends des explications et l'impact dans l'histoire. Et bah voilà, ma seule crainte, j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai un peu peur que ça soit un petit peu pareil que par exemple Stay Night et qu'on ait juste une redite, mais à une autre époque, quoi. Mais sinon, voilà, pour l'instant, très très bon démarrage pour Fate Strange Fate. Et c'est coécrit par Ryoko Narita, celui qui a fait Bakano et Durahara. Voilà, c'est juste que c'est incroyable. Et c'est excellent. Voilà, donc c'est une vingtaine d'animés qui nous attendent durant cette saison. On a beaucoup d'attentes sur l'hiver 2025. Il y a pas mal d'œuvres qui ont l'air vachement intéressantes. Des suites aussi qu'on attend énormément. On a hâte de découvrir tout ça. Ces animés d'ailleurs, vous pouvez les retrouver en général sur la plateforme Crunchyroll ou alors je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont sur Netflix, d'autres sur ADN ou Disney+. Donc n'hésitez pas à les rechercher sur ces plateformes, les animés qui vous intéressent potentiellement. Et du coup, n'hésitez pas également à regarder les animés qu'on vous a conseillés. Comme ça, nous, on en parlera plus en détail et avec des spoilers dans la prochaine émission, donc vers mi-février. Et du coup, voilà, on va conclure là-dessus. Donc, Paul, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. C'est un plaisir pour nous avec Cédric de lancer ce premier épisode de Green Dolphin. On a très très hâte d'avoir aussi vos retours. Déjà, vous nous avez fait part d'énormément de retours autour du prologue qui a été posté la semaine dernière. Merci beaucoup pour tous vos messages, vos likes, vos notations sur les plateformes, vos dons sur Tipeee. Enfin bref, il y a vraiment eu un effet de fou autour du prologue. Donc vraiment, merci beaucoup. On ne vous remerciera pas assez pour ce bel accueil. On se donne rendez-vous à la mi-février pour l'épisode 2 de la mi-saison où on va revenir sur les offres qu'on a citées après la sortie de la moitié des épisodes quasiment. Et on a hâte de vous retrouver pour l'épisode 2 chez Green Dolphin. Merci à tous, à très vite.